c'est qui passe après. Ah oui, alors Sylvie Plateau, je vais quand même dire un mot parce qu'elle avait une fiche sur le logement adapté. Sur le logement adapté. Alors, maintien des personnes âgées à domicile. Ouais. Maintien des personnes âgées à domicile. Donc, qui était son travail. Donc, dans sa fiche qu'elle vous aurait lu, il dit, elle rappelle le service d'aide à domicile qui est aujourd'hui en place en commune et qui s'améliore au fur et à mesure aussi des mois et des années, avec des permanences samedi, dimanche, jour férié, et 24 heures sur 24, donc c'est ce qu'elle vous a dit. Et donc, alors qu'en 2004, on faisait 9000 heures chez 81 bénéficiaires, en 2011, on est à 20 000 heures chez 138 bénéficiaires. C'est des chiffres que je voulais vous indiquer pour vous montrer un petit peu l'évolution de ce service de maintien à domicile. Le portage de repas, on l'a noté aussi, les portages de repas qui se font 7 jours sur 7. En 2003, lorsque ça a démarré, on était à 6 000 repas, pas tout à fait, à 31 personnes, et aujourd'hui on est à 12 000 repas pour 66 utilisateurs. On a aussi une indication donc, sur ce service, ou ces services. Elle indiquait troisièmement briser l'isolement et créer du lien social. On rappelait les produits de Noël, les élus de proximité, donc, qui sont aussi des façons de créer du lien social avec les personnes âgées. Le repas offert aux aînés et les possibilités de fréquenter aussi les résidents à la MAPAD. Le portage des livres à domicile en lien avec la médiathèque du Pichin. Et la poursuite de l'animation à destination des personnes âgées avec ce que fait Mme Gir aujourd'hui, c'est-à-dire que régulièrement, tous les jeudis, elle prend un public, 4-5 personnes qui se rencontrent dans un domicile pour jouer ou pour parler. L'hébergement temporaire, donc, qui est offert à la MAPAD, ont besoin de souffler lorsque la famille a besoin de souffler aux personnes âgées. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Un conventionnement depuis 2011 avec Dom Plus pour les plus de 80 ans pour une aide matérielle pour les déplacements. Donc, on assure aussi pour les personnes âgées qui peuvent bénéficier de Dom Plus des déplacements chez les médecins dans les commerces. Et elle rappelait enfin que l'ABS avait insisté sur les logements adaptés aux personnes âgées, qu'il y a eu 2 rencontres avec des constructeurs futurs, que sont les foyers et puis, ça s'appelle le Liffré qui construit Mabimo, pour voir à l'occasion de construction de futurs logements si une démarche plus particulière peut être mise en œuvre pour l'accueil de logements avec une aide familiale au cœur des logements. Voilà ce que voulait vous dire Madame Flateau, en plus de l'affiche que vous avez sous les yeux. Et donc vous avez vu qu'on a proposé un certain nombre d'indicateurs. Évolution du nombre de personnes âgées aidées en fonction du GIR. On a déjà une idée là. Évolution du nombre de personnels qualifiés, donc c'est les personnes de la MAPAD qui au départ n'avaient pas de qualification, qui aujourd'hui ont un diplôme pour au moins la moitié d'entre elles et qui sont titularisées dans l'innovation. Évolution du nombre de personnes âgées logées en locatif social. Là aussi, on va voir si ça s'améliore ou pas. Taux de fréquentation des différents services, donc j'en ai déjà donné quelques éléments. Taux de satisfaction des utilisateurs par des enquêtes. Évolution de la qualification du personnel du CCRS. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire aussi.
après. La fiche suivante. Ah oui, alors c'est M. Gauthier qui nous l'aurait présenté. Donc, je vous rappelle aussi qu'on s'est engagé à faire de la mixité. Dans le cadre du SCOT, on a aussi des obligations en matière de mixité. 25% minimum de logements sociaux, 40% de logements collectifs et semi-collectifs, et 15% de logements neufs en accession sociale. Ça, c'est ce qu'on appelle ce plus, là, un terme qui n'existe plus, le passe-plus. Passe foncier, qui va peut-être être repris sous une autre forme. Oui. Donc voilà, c'est des choses qui nous sont imposées d'une certaine façon, mais que l'on a à cœur de mettre en place. Donc, sous forme de mixage des formes plus tard, c'est l'histoire du quartier de Bellevue que l'on a vu, c'est le domaine de la Marseille, où on a aussi travaillé et changé totalement le programme pour prendre en compte cette volonté. Évolution des formes urbaines, on ne va pas construire de la même façon sur des logements, sur des terrains de 200 mètres carrés que sur des terrains de 600 mètres carrés. Donc c'est des choses qui sont travaillées avec les organismes dans les logements évolution du nombre de logements sociaux et de la qualité aussi des logements sociaux. Voilà. Évolution du pourcentage des logements sociaux, là, je le redis, mais ça c'est les indicateurs que l'on va pouvoir suivre au fil des ans. On le suit déjà depuis quelques années, mais on continuera à le suivre. Suivi du nombre de logements autorisés, c'est aussi des indicateurs que l'on va mettre en place ou que l'on a déjà mis en place pour suivre cette action de logements variés et accessibles. Il y a le prix des terrains aussi, dont on a parlé, mais on peut aussi rentrer dans les logements accessibles lorsque l'on vend des terrains à des prix accessibles. Voilà la fiche. Voilà. Qui c'est qui suit? Michel Lepage. Sur ce thème, de travailler avec Guichin Montréal, je vais essayer de synthétiser un peu l'ensemble du thème. Donc, se sont dégagées trois grandes orientations. Les grandes orientations, c'était accompagner les demandeurs d'emploi, stimuler la création d'emplois et développer des espaces pour toutes les activités économiques. À partir de ces trois grandes orientations, se sont déclinés 9 objectifs principaux, parce que c'est important de les rappeler. Orienter les demandeurs d'emploi en coordination avec les acteurs locaux de l'emploi, participer à la diminution du nombre de demandeurs en tant qu'employeurs, ça c'est le rôle propre de la communauté, de la commune vis-à-vis des créations d'emplois, attirer, accueillir et accompagner les porteurs de projets en lien avec l'AXOR, favoriser la synergie avec les chefs d'entreprise et les groupements d'employeurs, soutenir les entreprises implantées sur la commune, soutenir le commerce local, aménager des zones d'activité de qualité pour accueillir les entreprises sur le territoire, préserver le potentiel agricole communal et valoriser les activités liées au tourisme. À partir de ces 9 objectifs principaux ont été identifiées 29 actions, dont 10 issues des ateliers Agenda 21 sont venus étoffer les 19 qui existaient déjà. Pour l'exemple, je vais vous présenter cette fiche-là, qui est la fiche numéro 9, qui répond à l'orientation stimuler la création d'emplois par l'accueil et l'accompagnement des entreprises, avec 2 objectifs principaux: attirer, accueillir et accompagner les porteurs de projets en lien avec AXOR, développer le nombre d'entreprises de commerce et de services, ce qui engendrera les créations d'emplois. L'action qu'on a décidé de mettre en œuvre dans le cadre de cette fiche, c'est le développement d'une offre foncière et immobilière à destination des entreprises, donc maintenant évidemment la communauté de communes qui est absolument. Les indicateurs que l'on essaiera de suivre pour voir si l'efficacité de cette fiche d'action sont l'évolution du nombre de locaux et de terrains disponibles et mis à disposition des entreprises, l'évolution du nombre et aussi du type de demande, parce que c'est aussi de cette façon-là qu'on saura le mieux répondre aux demandes des entrepreneurs, l'évolution du nombre d'entreprises de commerce et de services sur la commune,
Et enfin, le résultat attendu, c'est l'évolution globale du nombre d'emplois créés par toutes ces actions. Donc le suivi des actions, on réussira à alimenter ces indicateurs en récupérant des données auprès d'acteurs, aussi auprès de la famille qui ont disposé des coûts. Et puis on fera l'établissement d'un bilan annuel de l'offre, de la demande, du nombre d'entreprises, de commerces et de services et de leur évolution au cours de l'année. Voilà. Alors, après, programmation culturelle. Je sais pas. Non, il y avait... Il y a autre chose avant? Oui, il y a ce qui est... restauration scolaire. Ah, d'accord. Alors, cette action s'inscrit dans le plan narratif d'apprentissage et divertissement à Guichen-Cormier. Donc, ce thème se répartit sur trois orientations différentes. Une qui concerne la mise en place des conditions d'une bonne scolarisation. Une autre pour notre ami qui privilégie l'accueil des jeunes enfants, des enfants et des adolescents. Et puis une autre qui concerne les projets culturels. Alors, dans l'orientation qui concerne la mise en place des conditions d'une bonne scolarisation, il y a 5 objectifs. Participer à la modernisation des écoles, qui est l'éducation différente, l'aménagement des locaux scolaires pour contribuer à avoir un parc informatique de qualité, un objectif relatif au soutien des projets créatifs, avec l'organisation locale, le soutien de un autre objectif qui est relatif au développement des projets culturels à destination des scolaires, avec la proposition de relance du festival Musique en Humanité. Les discussions là sont conclues avec les enseignants. Un objectif relatif à la confortation de la qualité scolaire. On va sans doute beaucoup d'importance avec la modification des bulletins scolaires. Et enfin, le dernier objectif qui est relatif à l'offre d'une restauration scolaire de qualité. C'est là qu'effectivement on retrouve cette action. Restauration scolaire de qualité tout en gardant des coûts accessibles pour les familles. Et dans ce cadre-là, les moyens que l'on peut mettre en œuvre sur les students, agir sur la qualité gustative des produits, notamment en augmentant les volumes des produits frais utilisés par le repas, en réduisant les produits à l'usage, ce qui est déjà le cas qui est constaté ces dernières années, travailler sur la qualité environnementale des produits. C'est du agir également sur donner une dimension sociale aux produits que nous utilisons, en essayant de recourir à des causes sociales dans le marché. Donc l'accès au service, faciliter l'accès au service avec une tarification adaptée aux moyens de famille. Offrir également des animations pour le temps du risque et de la travailler sur la formation et la qualification du personnel, donc tant le personnel de restauration que le personnel d'encadrement. Et on souhaite réaliser une charte de qualité parfaite. On a commencé à travailler sur différents indicateurs, on en a déjà d'ailleurs présenté aux parents délégués, aux directrices et directeurs d'école en juin dernier. Par exemple, on travaille sur l'évolution du volume du produit frais utilisé, qui soit à peu près 70% de ce qu'on utilise. L'évolution du nombre de produits répondant aux critères de la validité terminée. Par exemple, sur certains produits, on a atteint 20 ou 30% des produits utilisés. Donc, l'évolution des marchés qui intègrent des causes sociales, ça c'est un petit peu plus compliqué à ce niveau. On l'a mis dans le marché, mais petit à petit ça va se mettre en place, c'est pas forcément fait. On travaille également sur la mesure de la fréquentation du service de restaurant scolaire. Alors c'est un restaurant pour le nombre de repas servis, le nombre d'élèves qui sont scolarisés, qui sont directement dans le restaurant scolaire, le nombre d'élèves scolarisés, rapporter également le nombre de jours scolarisés, parce que ça c'est une variable sur les années passées et qui va également évoluer avec le rythme scolaire. Et également souhaite suivre l'évolution de l'utilisation de nos tarifs quotient familiaux, c'est-à-dire de voir si effectivement les tarifs qu'on met en place s'inscrivent bien et permettent aux familles de besoin d'avoir accès à la marque.
Voilà. Et puis on travaille avec les services financiers, les services de restauration. Donc on a essayé de sécurité aussi des particulières. Par exemple, quand on a 100% de bio comme ça, on travaille sur tous les légumes. Donc on commence à évoluer sur les pratiques dans les activités de société. Et puis la mesure de l'incidence de la politique alimentaire sur l'exploitation. Merci Elie. Alors, après, d'accord. Donc, dans la continuité de Apprendre et se divertir à Guichen, nous avons une orientation 13 qui est soutenir les projets culturels et sportifs. Donc cette orientation, vous allez le trouver à la page 54 et 55. Et donc il y a 3 objectifs que nous avons retenus. Créer et adapter les équipements et les services aux besoins de la population. Un deuxième objectif qui est de développer une programmation culturelle, notamment à destination des adolescents et des adultes. Et un troisième objectif qui est de conforter la dynamique associative. Donc nous avons retenu comme objectif l'objectif de développer la programmation culturelle, notamment à destination des adultes et des adolescents. Alors pour mettre les actions retenues, en tenant compte des besoins, l'adaptation de la programmation culturelle bien sûr, en tenant compte des besoins et des attentes des habitants et en coordination entre la commune et les associations. Parce que bon, il y a des associations tous les ans qui se créent et qui demandent pour leur adapter des programmations suivant ce qu'ils souhaitent. On est obligé d'avoir un calendrier déjà très serré, ce qui oblige les ans au mois de juin d'avoir ce calendrier des manifestations. Et pour ce faire, nous avons donc des indicateurs. Alors, l'évolution de l'offre culturelle par le public, l'évolution de la fréquentation manifestation par type de public, si ce sont des jeunes publics ou bien des adultes, et l'évolution du taux de satisfaction de la programmation communale. Alors, le suivi d'action. Les questionnaires de satisfaction sont déjà mis en place, soit avec le collège, avec les journées du patrimoine, au moment du salon des arts, lors des concerts dans les églises. L'étude de la programmation culturelle associative, on a l'UTL, entre autres, le théâtre qui est en coulisses, la danse, le tremplin musical avec le CLAD, Musicol, Fun Valley, Donardol, CRIT, le cinéma, les conférences, etc. Puisqu'il y en a toujours à se rajouter. Voilà. D'accord. Alors après, Maurice. Alors donc, se déplacer quand on habite à Guichen, nous avons 4 fiches d'action. Et il y en a une qui me paraît importante, c'est celle, c'est-à-dire le numéro 17, mise en accessibilité et sécurisation livrable. Alors l'objectif est d'améliorer l'autonomie des personnes en mobilité réduite en favorisant leur déplacement. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir une équipe se promener dans Guichen il y a quelques semaines, qui a travaillé avec des fauteuils roulants pour voir ce qui pouvait être amélioré déjà dans les centres-bourgs. On commence par le centre-bourg de Guichen, on fera le centre-bourg de Port-Orient, et après, toute la ramification qui va avec plus tard. Et là, c'est simplement une étude pour voir ce qui va, ce qui ne va pas. C'est tout. On ne travaille pas, on ne fait pas de travaux pour le moment. C'est dommage, mais on ne peut pas étudier la Sauf que moi j'avais retenu qu'il y avait des choses pas très compliquées et qui permettaient déjà d'améliorer la situation. Alors, l'action à mettre en œuvre doit poursuivre et
Conformément au PAV, le PAV c'est le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics élaborés, on travaillera sur la création de cheminements adaptés au PMR. PMR, personne méditerranéenne. Et la communication sur le PAV via le site internet de la commune et le reflet. Bon, ça se met en route, c'est prévu, mais c'est pas sorti. Ça sortira. Ça viendra dans, je pense. Bon, alors le service en charge, bon, vous l'avez sous les yeux. C'est une équipe avec les services techniques et puis les services communication. Surtout les services techniques pour aller nous a bien aidé pour aller dans les différents endroits sur le centre-bourg. Je ne sais pas si vous voyez, mais à Guichen, on aura certainement plus de difficultés avec des problèmes qu'à Port-Royal. C'était plat là-bas, quand même. Ici, c'est très difficile. Et j'avais jamais pris, moi, personnellement, de côté roulant pour essayer un jour, si vous avez l'occasion de monter de l'église jusqu'au Halles, il faut avoir des bras. Il faut avoir des bras. Bon, c'est un exemple. Bon, au point de vue indicateur, l'évolution des linéaires rendus accessibles chaque année. Là, c'est pareil, ça démarre. Mais on en a quand même un petit peu de fait. On avait mis 0, mais en fait, on en a fait la réalisation sur tous les parkings de Guichen-Pont-Ain, de parkings handicapés. Les parkings sont munis d'un emplacement. Alors, il y en a deux sur cette place ici. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est pour la mairie, et l'autre qui est pour la partie trésor et c'est même pas poste, trésor public, parce que la poste en a un derrière. Donc tous les bâtiments publics ont un parking handicapé. À Alain Collat, 3 places de PMR ont été installées, vous les voyez, vous pouvez les voir tous les jours maintenant. Henri Brouillard, 3 places de PMR aussi. Donc tout ça c'est fait. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors là, la solution de fauteuil, pour revenir à ces fauteuils, là, on a fait sans assistance. Parce que vous avez l'assistance humaine, quelqu'un qui pousse derrière, et l'assistance motorisée. Donc ça, on n'est pas rendu là. On fait sans assistance. Ce qui m'a valu de partir à l'envers, et de voir que ça basculait quand même quand on n'était pas tout seul. Donc voilà tous les problèmes qu'on va rencontrer. Alors la difficulté qu'on a vraiment rencontrée, c'est les pentes importantes et longues. Les ressautes supérieures à 2 cm, quand vous avez un petit trottoir à passer à plus de 2 cm, ça c'est la norme. Plus de 2 cm, souvent vous passez pas, vous montez pas. Donc ça c'est beaucoup de choses à revoir. Les fauteuils un peu gênants, ils sont déjà gênants pour les voitures, mais ils sont peut-être gênants pour les fauteuils. Les accès de certains commerces difficiles, voire impossibles, souvent, vu les verres qu'il y a, et la largeur insuffisante des trottoirs, ça, on en est conscient. À l'époque, je ne sais pas, mais il ne devait pas y avoir beaucoup de gens en fauteuil, parce que je ne comprends pas des fauteuils. Mais maintenant, on ne se disait pas ça à l'époque. Maintenant, il faut le faire. Voilà en gros les projets sur lesquels on travaille. Alors on a un document, nous, on travaille, on a fait des photos avec tous les endroits qui sont à voir, que l'on soumettra à M. le maire dans quelques temps, et puis après on commencera à travailler pour pouvoir donner un peu d'air à ces gens un peu handicapés. Olivier, à toi la dernière. Voilà. La dernière, notre action 21, ou 28 plutôt. La thématique, donc, l'issue de la thématique mettre l'environnement et l'économie d'énergie au cœur de tous les projets. C'est une action qui fait partie des 37 actions donc, cette thématique. Et parmi les 37 actions donc, cette thématique, il y a 17 actions donc, qui émanent donc, des ateliers.
Dans cette thématique, donc, vous avez vu qu'il y a trois orientations, donc préserver le patrimoine du Guichen-Orient, préserver l'environnement et favoriser donc, les économies d'énergie. Donc sur ces trois orientations, donc, il y a donc 9 objectifs. Donc maîtriser l'urbanisation pour économiser le foncier, mettre en valeur le patrimoine fluvial que constitue la Vilaine afin de développer le tourisme, mettre en valeur les chemins de randonnée, optimiser donc, la gestion de l'eau, contribuer à réduire les déchets, préserver et mettre en valeur la biodiversité, développer les aménagements respectueux donc, de l'environnement, améliorer l'efficacité énergétique donc, des équipements communaux, et le dernier objectif, donc participer à l'amélioration de l'efficacité énergétique donc, du parc privé. Donc sur cette action 21, donc précisément, donc, les actions donc, qui sont mises en œuvre qui seront poursuivies, donc, notamment donc, le remplacement des lampadaires classiques par des luminaires moins consommateurs d'énergie. Vous avez pu voir que les lampadaires boules ont été remplacés par d'autres lampadaires, et aussi les anciens donc, qui sont aussi énergivores à remplacer. Donc il y aura un plan donc, de remplacement qui sera mis en place. Donc une adéquation des contrats ERD avec les puissances appelées, donc c'est optimiser donc, les contrats tarifaires. Donc, vous avez peut-être entendu parler de tarif bleu, tarif jaune, donc en fonction de la puissance qui est demandée, donc EDF applique un tarif, donc il faut ajuster dans certains donc, tarifs, certains contrats. Optimiser donc, des plages horaires d'éclairement, même si depuis donc, très longtemps donc, on a ajusté donc, certaines plages horaires, donc il faut peut-être reposer la question et recaler, notamment dans la plage le soir, donc on finit à 23h, donc est-ce que 10h, 22h30 pourrait être fait, donc c'est une question aussi. Donc bien sûr, donc, des indicateurs donc, vont être mis en place. Donc, notamment donc, le nombre de points lumineux par an donc, avec l'explication d'évolution. Est-ce qu'il s'agit du nouveau quartier pour bien éclairer? Est-ce qu'il s'agit de l'accessibilité PMR? Ou est-ce qu'il s'agit de points lumineux donc, suite à un problème de sécurisation? Un autre indicateur concernant donc, les abaisseurs de tension installés. Donc, il faut savoir sur 2 ronds-points de la commune, on a installé des abaisseurs de tension sur l'éclairage existant qui permet de faire des économies d'énergie. Comme indicateur, donc on va mesurer l'évolution de la consommation électrique totale donc sur 10 ans. Donc là, il y a un gros travail qui a été fait notamment par Frédéric Chardonnel et Denis Clémasson sur l'enregistrement de toutes ces données donc, de consommation. Une évolution du rapport consommation totale sur le nombre de points lumineux. Donc voilà les indicateurs qui seront mis en place. Et sur le suivi donc, de l'action, c'est la vérification et la mesure de l'efficacité des actions mises en place, donc, notamment, comme je vous disais, avec les abaisseurs de tension, le remplacement des boules, donc, par le biais donc, de tableaux donc, de suivi. Aujourd'hui, on a un gros travail d'enregistrement de données donc, qui est fait. Je vais en partenariat également avec le Conseil général donc, dans le cadre du contrat énergie partagé notamment. Donc voilà, sur cette action. Merci Didier. Bien, écoutez, je crois qu'on nous a présenté peut-être un peu trop longuement ce document. Je pense qu'on est parvenu à un document intéressant, mais qui ne prendra toute sa valeur que si on le suit au jour le jour et mois le mois. Donc, c'est bien que le comité de pilotage se réunisse régulièrement pour faire le point sur les actions. Voilà. Est-ce que vous avez des observations peut-être qu'on n'aurait pas bien fait? Un petit peu. Justement, vous évoquez la question de la qualité de Excusez-moi, il faut parler un petit peu plus fort, parce que même moi là, je ne trouve pas. Donc, je pense que j'ai demandé quel... Oui, le comité de pilotage. Voilà. Ben, nous, on avait... De qui il est constitué et comment est-ce que ça va continuer? Oui, alors, bon. Pour le moment, donc on avait mis en place un comité technique et un comité de pilotage, j'ai dû le redire tout à l'heure. Le comité technique et pilotage, je ne sais plus, recherche des documents. Donc on avait associé les élus intéressés, le comité de pilotage, c'était les adjoints, les élus de la commission d'urbanisme, et on vous avait demandé à chacun d'entre vous si vous étiez intéressé de participer à ce comité de pilotage, et donc on avait constitué ce comité de pilotage. Donc il faut peut-être qu'on le renouvelle maintenant en disant est-ce qu'il y a
nouveaux élus qui veulent s'intéresser, sachant que dans notre comité, on avait aussi un comité technique où on avait associé une partie des services municipaux. Je pense que dans le comité de pilotage, il faudra aussi qu'on associe les responsables des services communaux pour que ce soit aussi partagé par les responsables des services techniques. Donc ça veut dire, est-ce qu'il faut refaire un comité de suivi de cet agenda 21 et de à nouveau l'officialiser? Parce que ce qui distingue normalement un agenda 21 d'un programme d'action classique, communal, c'est-à-dire un programme d'action qui relève tout simplement aussi de la mise en œuvre des compétences de commune, c'est pourquoi on est là, ou éventuellement d'un projet qui a été porté par une équipe, ou éventuellement tout simplement la mise en œuvre d'obligations, c'est bien un comité de suivi et c'est bien une démarche participative. Et à toute étape, c'est bien ça qui distingue un agenda 21 d'un programme. Et là, dans ce qui est présenté, on voit bien effectivement un programme d'action, vous les avez énoncés, elles sont rédigées, mais pour ma part, en tout cas, je pense que voilà, mes collègues participent aussi, en tout cas, sont d'accord avec ce point-là. Ça n'est pas un agenda 21 proprement parlé. Un agenda 21, c'est vraiment l'ensemble de la démarche qui doit impliquer la population. Le pilotage également, qui doit comprendre une commission qui est à la fois constituée d'une commission avec des personnes qui sont représentatives, donc des élus bien évidemment, mais aussi participatifs, c'est-à-dire des représentants de la population. Et là, on voit bien effectivement qu'il y a eu de votre part, en tout cas, des groupes de travail qui ont été mis en œuvre pour essayer de dégager avec les personnes qui l'ont souhaité, qui ont pu le faire sur la commune, dégager éventuellement quelques axes sur lesquels vous-même vous avez ensuite opéré un certain nombre de priorités, mais on ne voit plus du tout où se situe la démarche participative, ni dans la mise en œuvre, ni dans le suivi, ni même, j'ai envie de dire, ensuite dans l'évaluation. Et de la même manière, enfin moi ce qui me gêne aussi énormément, c'est effectivement cette évaluation, c'est également tout ce qui touche au calendrier de mise en œuvre, parce que même si effectivement il n'est pas daté et qu'on peut penser qu'il y aura des points qui seront faits de façon régulière, en principe, il faut un calendrier de mise en œuvre. Oui, c'est ce qui est dit. Moi, il ne me semble pas clair action par action, parce que normalement toutes les actions, on doit savoir quand elles démarrent, quand est-ce qu'elles sont censées s'achever, à quel moment elles sont évaluées, chemin faisant. Donc on voit bien que certaines sont de mise en œuvre. On s'est cassé la tête pour essayer de trouver un échéancier qui est indiqué dans le document. Sur les fiches, normalement, on devrait avoir sur chaque fiche action, effectivement, là, derrière un calendrier beaucoup plus précis sur les modalités mises en œuvre avec un calendrier. Parce que sinon, on voit bien que certaines, elles ne vont pas s'étaler de façon identique les unes et les autres. Sur la liste, dans le document, sur la liste complète de tous les objectifs et toutes les actions qui sont déclinées, on a une date de réalisation. Alors, moi, je trouve que ce n'est pas très clair. Enfin, en tout état de cause, j'en reviens quand même à ce qui distingue normalement un agenda 21 d'un programme d'action. Enfin, je veux dire, en tant que programme d'action, voilà, il a été fait, il a mérité d'exister, on peut ne pas adhérer à un certain nombre de propositions. Mais voilà, mon propos, c'est vraiment de vous dire qu'on n'est pas dans une logique d'agenda 21. D'accord. Alors, parce que jusqu'à présent, vous me dites, effectivement, vous n'avez pas travaillé avec la population, c'est ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit. D'accord. Donc, ce que vous nous dites, effectivement, il faut continuer à associer... Oui, ça fait partie de la démarche. J'ai effectivement dit que vous avez mis en place des groupes de travail. Comme vous les avez évoqué, il y a une trentaine de personnes qui ont participé à ces groupes. Ça, on l'a parfaitement entendu. Vous avez effectivement, à partir de là, défini des orientations. Vous avez établi des priorités. Ça, c'est un choix que vous avez opéré parmi l'ensemble des actions sans doute qui ont été suggérées. Mais ensuite, la démarche participative, on ne voit plus comment elle se situe, sachant que c'est véritablement ce qui distingue un programme d'action, la mise en œuvre d'un projet effectivement politique d'un agenda 21. Fondamentalement, c'est ça la différence. Alors, donc, prochaine étape, réunion publique. Moi, je vous la propose au mois d'octobre. Il faut qu'on arrête la date, qu'on présente ça à la réunion publique, en particulier aux gens qui ont participé aux ateliers. Et donc, après, aucun obstacle à ce que l'on sollicite ces mêmes personnes ou d'autres pour suivre des étapes à fixer, l'évolution des actions et des objectifs.
comprenez, Madame Kiefer, que majeur entre il y a un programme, ouais, un projet je suis d'accord. et un agenda. Et effectivement, quand on se lance dans une démarche comme celle-ci, ça fait partie de la grande différence, de la difficulté, sans doute à certains moments, mais en même temps, c'est ça le challenge. Ou alors, effectivement, on n'est plus dans cette dynamique effectivement recherchée, d'associer la population à l'élaboration d'un projet qui doit être partagé, élaboration, mise en œuvre. D'accord. Moi, je en fait, on a eu l'occasion d'en parler longuement, effectivement, de la difficulté à mettre en œuvre le suivi. Alors là, je suis tout à fait d'accord. Ce qui fait que des tas de collectivités ont mis en place, par exemple, élaborer un agenda commun sans le suivre. Pas encore tout à fait régler notre suivi, mais on s'est au moins donné déjà des indicateurs en disant bon, si on suit déjà ces indicateurs, on aura déjà fait un beau progrès sur le suivi des actions. L'association de la population, des habitants volontaires. Oui, mais l'association des habitants volontaires, c'est aussi plus compliqué que ça, c'est-à-dire quels sont les moyens dont on se dote pour justement assurer cette participation des uns et des autres. Parce que vous voyez bien qu'effectivement, même en essayant d'associer, vous avez 30 personnes. Donc énorme. Alors vous dites effectivement vous avez... Voilà. Alors quels sont les moyens effectivement, dont vous pouvez vous doter, et ça, rien que ça nécessite sans doute un temps de réflexion et de partage. Comment faire en sorte que des actions comme celle-ci, qui normalement sont d'émanation de groupes de travail auxquels des habitants ont participé, même en nombre réduit, c'est comment faire en sorte effectivement qu'un plus grand nombre puisse s'en emparer, et effectivement soit vraiment associé à la mise en œuvre. Ça aussi, rien que la méthode de travail, vous voyez, nécessite aussi une mobilisation. Moi, je suis un peu convaincu que la méthode de travail qu'on a utilisée jusqu'à présent est bonne. Toujours ça, mais elle était à mon avis correcte. Maintenant, à nous, effectivement, de trouver les moyens de continuer à associer les habitants, sachant que ça n'est pas facile, alors se donner des moyens. Je voudrais bien voir les collectivités qui vraiment réussi à associer la population. En tout état de cause, si vous voulez, ça n'est pas simple. C'est là où on voit qu'en effet, il y a une grande différence entre voilà, un projet qui est véritablement travaillé et puis les résultats qu'on peut obtenir. Ça n'est pas simple. Personne n'a dit que c'était simple. Mais c'est vrai que derrière, ça nécessite de se donner des moyens, effectivement, pour pouvoir travailler vraiment de façon approfondie avec les personnes. Des commissions consultatives, effectivement, des groupes de travail qui sont réunis et qui permettent là d'enclencher une dynamique un petit peu plus régulière. Sans quoi, en effet, vous allez avoir sur des réunions de travail uniquement des personnes qui vont être ou disponibles ou celles et ceux qui sont déjà des interlocuteurs par ailleurs. Et c'est la grande difficulté. Quand on voit déjà la difficulté qu'on a à mobiliser les élus autour de cette table, c'est pas facile. C'est bien, les réunions. Oui, mais nous sommes représentatifs. On n'a plus de soirée, disponibles, les journées, les gens travaillent. Alors comment voulez-vous je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est pas possible. D'accord, j'ai noté la... Donc je crois qu'il faut en effet dans ce cas-là essayer de voir comment se doter de ce comité de suivi, de cette commission. Votre remarque, non? Moi je dois signaler que je partage les observations de Mme Kiefer et je pense que du fait du manque de visibilité sur la participation anonyme, je pense qu'on se retrouve devant un catalogue à la Prévert, en fait, un inventaire à la Prévert. Beaucoup de mesures que vous avez déjà réalisées, qui faisaient partie de votre programme électoral, et j'ai l'impression qu'on se retrouve dans une opération de communication de votre prochain programme pour 2014. Beaucoup de mesures sont remises post-mandat, avec des échéances qui ne sont pas du tout précisées. Je rejoins Mme Kiefer, on a beaucoup de... Oh, madame, vous vous étonnez de ça, Madame Motel. Il y a quand même une échéance électorale, voilà. Donc, moi, je ne peux pas aujourd'hui me dire cette mesure-là, on la fera en 2015, en 2016. Hein. Mais l'agenda européen, c'est une démarche sérieuse. Oui, mais quand même, on ne tient pas compte des élections dans un agenda 21. Je crois que si vous pouvez dire que ce sera fait en 2015-2016, moi, je suis incapable, et même avec la meilleure volonté, je ne voudrais surtout pas... Pourtant,
prononcez de là. grandes communes comme Nantes savent faire une programmation beaucoup plus précise que ce que vous nous avez proposé. Moi, je vous invite à aller voir leur site. C'est très intéressant, la communauté de communes de Nantes et sur Nantes, même. Et donc, c'est pour ça que moi, je m'abstiendrai. Je ne voterai pas contre l'agenda 21. Je m'abstiendrai parce que je considère qu'il y a des mesures intéressantes et que votre démarche n'est pas satisfaisante aujourd'hui. D'accord, votre observation? Sur la concertation. Oui. La mise en œuvre globale de l'agenda 21, c'est quelque chose qui peut paraître très abstrait à la population. C'est pour ça qu'il y a une certaine déconnexion. Et peut-être qu'effectivement, il y a 30 personnes qui se sont. Alors, malgré tout, on a pu effectivement l'appel aux communautés alimentaires. Entre guillemets, il y a plus de 30 personnes qui sont venues aux ateliers, mais c'est déjà effectivement 30 personnes. Peut-être pour le contacter pour un peu. Et sur ces 30 personnes, il y a beaucoup qui sont intéressés par des thématiques particulières. Après, c'est dans la mise en œuvre des actions, donc sur pas mal d'actions qu'on met là. Leur mise en œuvre fait de toute façon appel à la participation. Moi, je reviens par exemple sur celle qui est liée à la restauration scolaire. On travaille de façon, on va dire en permanence, en concertation avec les équipes enseignantes et les parents délégués. Voilà, c'est les actions elles-mêmes qui intéressent les gens. C'est beaucoup moins le document globalement que des actions particulières dans lesquelles ils se retrouvent complètement et ils sont dans une mise en œuvre concrète dans laquelle ils agissent. Voilà, c'est peut-être pas une réponse qui vous satisfait, mais c'est moi le constat. Je peux faire à mon échelle. Voilà. Oui, mais je pense que le rôle d'une commission, c'est aussi effectivement de voir comment on met en œuvre des actions, comment on peut y contribuer. Et je veux dire, on est effectivement aussi dans une dimension qui peut être très concrète. On comprend que des gens voilà, aient envie de voir des choses concrètement avancées et s'impliqueront dans ces conditions-là. Il reste à déterminer ce que peut être ce comité, quelles sont ses missions et puis comment il doit fonctionner. De telle sorte que là aussi, ça puisse correspondre au mieux à ce que les personnes peuvent attendre. Deux choses qui sont complètes. C'est pas la même chose, mais j'insiste bien sur la mise en œuvre des actions et l'intérêt à la population, c'est ce qui paraît les plus pragmatiques d'une personne. Ce que vous dites, Élif, c'est quand vous faites une réunion sur la restauration scolaire, vous faites de l'agenda 21, c'est ça? Entre autres, c'est on expose le bilan, on attend les réactions pour voir comment on peut ajuster effectivement les choses, on va faire ce qui fonctionne bien. Ça, c'est pas de l'agenda 21. C'est la mise en œuvre de l'action. Non, c'est le travail des élus et c'est normal. Enfin, je veux dire, vous travaillez, mais si, je suis désolée. C'est aussi le rôle d'élu que d'être effectivement là pour rendre compte, échanger, prendre le pouls de la population. C'est du travail normal d'élu. Oui, mais là, c'est voilà. Dans une politique globale avec des indicateurs qu'on peut dire. Voilà, c'est bien, on est bien dans la mise en œuvre de l'agenda. Sur une démarche qui doit être participative de A jusqu'à Z. Quand vous réunissez, c'est à partir de compétences qui vous sont propres, sur un programme que vous avez défini. La différence, c'est que là, ce programme doit être partagé. Voilà. Vous voyez la différence entre un programme, voire effectivement pour vous éventuellement un autre programme à venir pour une prochaine mandature, c'est la différence d'un agenda 21. C'est pour ça aussi que parfois, voilà, on le fait aussi peut-être sur des axes plus resserrés, mais sur lesquels on est vraiment en capacité de pouvoir faire adhérer, être dans une logique participative. Ou alors, bon, voilà, je pense qu'il y a des différences quand même de modalités de travail entre une action classique d'une équipe municipale, aussi volontariste souhaite-t-elle être dans sa manière de communiquer, que la mise en œuvre d'un agenda 21. Oui, mais c'est là justement où on voit bien que ce sont des regards qui sont très différents. Très différents. Bien, allez, donc je vais vous demander de vous prononcer. Alors ceux qui veulent bien approuver cet agenda 21, je leur demande de lever la main. Hein, ceux qui ont des pouvoirs, vous levez. Pas. Ceux qui s'abstiennent, une abstention. Et ceux qui votent contre, 4 contre. On n'approuve pas comme ça, vous avez bien compris qu'il manque des éléments complémentaires. Et oui, madame. Ah bah écoutez quand même, on est là aussi pour pouvoir exprimer ces choses-là. D'accord. Entendu. Bien. Élif, 2 mots sur la rentrée, avant qu'on se quitte. Oui, la rentrée, c'est bien passé. La sont légèrement en hausse par rapport à l'année passée.
vous pouvez parler un petit peu plus fort parce qu'on n'entend absolument rien ici. Faites silence. Et c'est aussi pour le public aussi, hein, c'est la même chose pour le public. Donc le rentrée qui s'est bien passé, avec des effectifs légèrement en hausse. Alors, c'est variable en fonction des écoles, hein, mais l'effectif le plus en hausse qu'on ait pu avoir, c'est sur Jean Charcot, on a à peu près une vingtaine d'élèves en plus. Et nous attendons, nous espérons une ouverture de classe à Jean Charcot pour jeudi. Et c'est un petit peu faire la décision de l'inspecteur d'économie. D'accord. Monsieur le maire, j'ai une question, voilà, qui n'a rien à voir, c'est sur la question du domaine de la MACET. Où en est-on du projet? On va s'inscrire son cours. Au niveau des porteurs de projet, est-ce que vous avez du nouveau? Non, c'est pas nouveau. On a entendu 3 porteurs de projet à qui on a demandé de compléter leur projet et puis pour le moment, rien de plus que ces 3 porteurs de projet qui doivent continuer leur projet. On va les abandonner en cours de route. Voilà, on refera le point dans quelques temps. Alors l'association de sauvegarde du domaine de la Massée a été contactée par un journaliste qui lui a fait part qu'il y avait un nouveau porteur de projet. Il y a 3, enfin non, on a eu connaissance de 3 porteurs de projet. Le Vert Domaine qui était déjà revenu. Il y avait donc M. Blanchard et puis un porteur de projet d'une résidence pour Sauveur. Le Vert Domaine, c'est quel type d'activité? Du tourisme. C'est un hôtel? Un hôtel de tourisme et des activités. Haut de gamme? Oui, haut de gamme. Et alors le choix du porteur définitif, est-ce que ce sera validé en conseil municipal? Je ne sais pas, parce que moi je ne sais pas du tout comment ça va évoluer. Hein. Les porteurs de projet, peut-être se retirer d'eux-mêmes, je ne sais pas. Enfin, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment des porteurs de projet qui ne sont pas encore arrivés au terme du bouclage d'un dossier. Hein. Aujourd'hui, c'est la SADIF qui nous les a présentés, quelques-uns, voilà, on entend, ça reviendra dans les mois à venir. On peut parler? Juste avant qu'on ne lève la séance, Christelle Guittet, qui est notre secrétaire qui a remplacé Mado, donc qui travaille avec Madame Lebert, est en congé de maternité et vous a adressé un courrier disant qu'elle a mis au monde une petite fille prénommée Anaïs, le 12 août 2012. Voilà. Bien, écoutez, je vais la séance.